Donc le thème de la soirée, c'est l'ubérisation de la société. Donc pourquoi l'ubérisation de la société? Parce qu'il apparaît qu'aujourd'hui, même si les syndicats se battent par rapport au salariat, par rapport aux meilleures conditions de travail des salariés, par rapport aussi aux retraites, à la réforme des retraites qui va arriver, puisque notre camarade président en a parlé en Thaïlande. Les deux intervenants, c'est Gérard Filoche, qui est bien connu, en tout cas dans certains milieux, et Yvan Pérez, qui est le secrétaire de l'Union départementale CGT 74. Et nous nous connaissons bien. Je suis venu souvent et j'ai toujours plaisir à revenir parmi vous. Le titre de mon intervention, ce serait ubérisation contre salariat. Parce que ce qui est en jeu, c'est le devenir du salariat. Alors, pour les gens, ça, un mot tout salariat. Le salariat, c'est une conquête. Ça n'est pas seulement le côté exploité et subordonné. Je raconte toujours un film, peut-être que je l'ai déjà fait ici, mais c'est un vieux film qui s'appelle Quémada. Ça me dit quelque chose. De Gilles Pontecorvo, qui est un film qui date des années 70 et qui est sur la libération des esclaves à Haïti. Alors les esclaves se soulèvent, ils sont nombreux, mais les propriétaires terriens, on les flingue, ils tirent, les esclaves se soulèvent encore, les propriétaires terriens tirent encore, mais à la fin, les esclaves plus nombreux vont gagner. Et il y a une réunion des propriétaires terriens, et il y a l'agent anglais qui est là, et c'est Marlon Brando dans le film, et il leur dit à tous ces propriétaires, il dit, mais arrêtez avec l'esclavage. Réfléchissez. L'esclavage, ça coûte cher, en fait. Parce que vous êtes obligé de nourrir les petits. Ils ne travaillent pas. Vous êtes obligé de nourrir l'esclave malade. Ils ne travaillent pas. Et vous gardez encore les vieux esclaves. Ils ne travaillent plus. Réfléchissez. Faites-en plutôt des salariés, parce que vous les paierez quand vous aurez besoin d'eux. C'est le problème aux États-Unis avec les républicains, les démocrates. C'est exactement ça. Et donc dans le film, les propriétaires terriens disent oui, et donc ils acceptent de renoncer à l'esclavage. Mais ce qu'ils font d'ailleurs les propriétaires terriens aussitôt, et ça s'est passé dans presque tous les cas, c'est qu'ils ont viré les esclaves de leur maison, de tout ça, et les gars sont allés crever dans les bois, dans les forêts, etc. Et puis ils ont pris des nouveaux personnels qu'ils ont fait venir d'Inde ou d'ailleurs, ou d'autres, et qu'ils ont salarisés, entre guillemets, mais qu'ils ont fait journaliers, tâcherons, besogneux, à la tâche. Et c'est comme ça que tout le 19e siècle s'est produit après la fin de l'esclavage. Et il a fallu du temps pour construire le salariat. C'est ça qui est peu connu par les jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas tombé du jour au lendemain. La médecine du travail, l'inspection du travail, la justice du travail, les institutions représentatives du personnel, les comités d'entreprise, les délégués du personnel, les CHSCT, les mutuelles, les cotisations sociales, les caisses de sécurité sociale. C'est une construction qui a pris un siècle. Et c'est-à-dire que les salariés, par les luttes, se sont émancipés de cette situation de besogneux, de journaliers, et ils ont cherché quelque chose qui était pérenne, protecteur. Et c'est comme ça que sont arrivés la sécurité sociale, les retraites et les droits du travail. Le Code du travail, c'est 1910. Il y avait 3 millions de salariés en France. C'était suite à la catastrophe de Courrières, bien connue, puisqu'elle est en 1906, et que c'est l'événement le plus célèbre dans l'histoire de cette période. Il y a 1099 morts pour un coup de poussier. Le patron se comporte comme un bœuf, il dit retournez au boulot, il refuse d'aller chercher s'il y a des survivants. Il va y avoir des survivants. Alors à l'époque, il n'y a pas BFM TV, mais ils sortent 15 jours après. Le coup de poussier a lieu le 15 mars, 14 sortent le 30 mars et encore un 31 mars. Par leur propre force, ils sortent, ils sont méconnaissables, ils n'ont pas... du coup, il y a une émotion considérable. Il va y avoir une très grande grève dans les mineurs. Il y a plus de 32 mines qui sont en grève. Et à l'époque, Clémenceau a peur. Il commence par dire qu'il crée le ministère du Travail. En 1906, parce qu'avant, c'était une cellule dans le ministère de l'Économie. Et après, il annonce le Code du travail qui va mettre 3 ans ou 4 ans pour être écrit, puisqu'il ne paraît le premier volume qu'en décembre 2010. Je dis bien au moment où il y a 3 millions de salariés. Et dans le Code du travail, le premier code, il y a 80 lois non, même pas. 3 lois et 80 décrets, il faut le voir comme ça. Et donc, c'est la naissance du droit du travail. Bon, et l'évolution de ce droit du travail va accompagner
l'évolution du salariat. Et les gens ne savent pas bien, mais il n'y avait que 3 millions, c'est important, parce que toute la fin du 19e siècle et tout, c'est les canuts, c'est les auto-entrepreneurs, c'est des gens qui louent leurs bras, qui sont sous-traitants, mais il n'y a pas de statut, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance sociale. Et donc la construction du salariat, à partir de 1910, voilà, puis après la Seconde Guerre mondiale, elle se fait aussi à travers les guerres. Parce que là, il faut embaucher les femmes pour les usines, pour l'armement, pour tout ça. Et il y a un développement industriel, ce qui fait que le nombre de salariés augmente. On peut estimer qu'au moment du Front populaire en 1936, il y avait à peu près 8-9 millions de salariés. Mais le salariat était encore minoritaire. Les paysans, les commerçants, tout ça était majoritaire. Après la Seconde Guerre mondiale, pour les mêmes conséquences aussi et tout ça, il y a une reconstruction, une industrialisation, et là le salariat va progresser. Mais même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le salariat est toujours minoritaire. C'est 45%, 55%. Et c'est comme ça que les libéraux, entre guillemets, les indépendants, ne voudront pas participer aux caisses de sécu. Parce qu'ils diront, avec les salariés, les caisses de sécu ne sont pas assez solides, nous allons avoir notre propre caisse. Et quand ils font ça, ils font l'erreur profonde, puisque dans les 70 ans depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le salariat qui va l'emporter sur les indépendants. En mai 68, on peut estimer qu'il y a 12-13 millions de salariés. Et quand Mitterrand va gagner en 80, je ne partage pas tout ce qu'il pensait, loin de là, mais il a eu une phrase étonnante. Il a dit, c'est la majorité sociologique qui vient de gagner. Et il s'est fait engueuler par ses proches pour avoir dit ça, parce que c'était trop révolutionnaire. Mais en vérité, il avait raison. L'élection présidentielle qui était conçue par la droite comme pouvant n'être jamais gagnée par la gauche, a été gagnée par la gauche parce que le salariat était en train de devenir sociologiquement majoritaire, et donc il cherchait les voies pour s'exprimer. Et on peut dire que l'apogée, c'est dans les années 93, 94, 95, ce qui pousse les 35 heures à l'ordre du jour. Mais là, on est à 92, 93%, écoutez-moi bien, des actifs qui sont salariés. Alors que le salariat, c'est toute la classe sociale. Il faut parfois réfléchir avec beaucoup de monde, parce que les gens ont des préjugés sur le passé d'autres pays. Je dis toujours, comparé avec la révolution en Russie en 1917, il y avait 4 millions d'ouvriers et 150 millions de paysans. Il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Tandis que là, en France, aujourd'hui, enfin à peu près, vous avez 30 millions de salariés. On est passé de 3 millions à 30 millions. 93% des actifs, mais les libéraux, les libertariens, même pour être précis, des idéologues de la finance, des secteurs du capitalisme, se disent, comme dans le passé, comme du temps de Marlon Brando, se disent ça coûte trop cher. Donc comment on pourrait se redébarrasser de ce qu'on a été obligé de concéder aux salariés, et comment on pourrait remettre ça en cause pour revenir à une situation de journalier, de tâcheron et tout ça. Et c'est ça, c'est l'émanation, la recherche, le tâtonnement, il est depuis plusieurs décennies. Je vais vous faire rappeler que Madelin, quand il était ministre des Finances très brièvement sous Chirac en 1995, avait dit qu'il allait faire des millions d'auto-entreprises. Il ne l'a pas fait. Mais Jean-Pierre Raffarin, quand il était Premier ministre, avait dit la même chose. On va créer 2 millions de petites entreprises. Il ne l'a pas fait. Mais Hervé Novelli, quand il était ministre, a fait le statut d'auto-entrepreneur. Ça ne s'est pas mis en route tout de suite, mais ça s'est mis progressivement en route. Et ils ont poussé à ce que ça le soit. Et après, quand vous voyez Macron, dans la loi Macron numéro 1 de 2015, ils y vont masquer. Il avait introduit le changement d'un article du Code civil de mémoire, je crois que c'est le 20-21, pour permettre que quand il y avait un conflit du travail, celui-ci puisse aller devant les juges d'instance réguliers et non plus devant les prud'hommes. Ce qui était une évolution du contrat de travail vers un contrat commercial. Le contrat de travail est synalagmatique, il se présume, il n'a pas besoin d'être écrit pour exister, il s'applique, et la définition d'un contrat de travail est basée sur la notion de subordination. Vous savez tous ici, mais tout contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat. Et c'est la caractéristique du contrat, qui donne la présomption de salariat. Savez-vous que Madelin avait enlevé la notion de présomption de salariat ?
Et que Macron s'est petit à petit fait, il faisait c'était masqué. Il avait d'ailleurs un deal avec les dirigeants d'Uber en 2015, ça s'est révélé depuis. Il les a reçus, il les a aidés, et eux ont sûrement financé une partie de sa campagne. Mais donc il y avait idéologiquement la recherche, la préparation de la sortie du salariat et de faire reculer les salariés. Et je me permets de vous faire observer que depuis 5 ans que Macron est là, le salariat qui était revenu à peu près à 90-91% des actifs a perdu 2%. C'est-à-dire qu'on est à 88% des actifs. C'est-à-dire qu'il a réussi à expulser plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million, 1,5 million du salariat. Et ce sont ces gens qu'on retrouve à vendre des crêpes ou qui vont être auto-entrepreneurs bidons. On est maintenant à un chiffre de 2 millions d'auto-entrepreneurs. 2 millions. Alors évidemment, ça ne marche pas. Sur 2 millions, il y en a 1 million, c'est bidon. Sur l'autre million, il y en a qui ont fait une fois un petit peu de chiffres, une petite histoire. Il y en a à peu près 500 000 qui tirent un petit revenu très très bas en dessous du SMIC, en dessous du SMIC. Et puis après, il y en a quelques dizaines de milliers qui réussissent à vivre de ça. Mais c'est vrai que dans ces indépendants-là, ils sont plus pauvres. Le taux de pauvreté des indépendants est de 16,6%, alors que le taux de pauvreté des salariés est de 5,3%. Pour montrer comment le transfert se fait. Et quand Macron casse l'assurance chômage, ce qu'il fait, c'est pour expulser les gens du salariat. Qu'est-ce que c'est un chômeur? C'est un salarié temporairement privé d'emploi. Bon. Et donc, pour plus qu'à demande de l'emploi, on s'efforce de le vider, d'assécher ses finances, puis on lui dit, t'as qu'à te démerder tout seul, va trouver quelque chose d'auto-entrepreneur. Et tu as raison, il y a auto-entrepreneur. Alors, VTC, Deliveroo, les livreurs, mais moi j'en ai trouvé, j'étais encore en fonction, donc ça fait un paquet, je suis quand même un vieux inspecteur retraité, mais j'en avais trouvé des faiseurs de sandwich chez Subway. Ils étaient auto-entrepreneurs, fabricants de sandwich. J'en avais trouvé sous le Pont Marie à Paris, qui étaient des tailleurs de pierre, auto-entrepreneurs. Et donc maintenant, alors, les femmes de ménage, ceux qui donnent des cours le soir pour les enfants en rattrapage quand l'école ne fonctionne pas, et puis vous avez une démultiplication dans la presse quotidienne, par exemple. J'ai trouvé des journalistes, ils disaient vous ne êtes plus salarié ni pigiste, vous êtes auto-entrepreneur, et je négocie avec vous commercialement votre pige. Et puis moi j'ai vu des émissions de télé, les maquilleuses qui arrivaient, elles étaient auto-entrepreneuses, avaient leur propre truc de maquillage, elles n'étaient ni France 2, ni quoi que ce soit, elles étaient à leur propre compte. Donc le développement pousse à ça. Pourquoi? Là, les gens ont parfois du mal à percevoir, mais moi j'étais monté chez un VTC au sortir de BFM. C'est pas moi qui l'avais demandé, je vous le dis. Mais il était 23h le soir, je monte, un jeune gars de 25 ans. J'aime toujours bien engager la conversation. Et alors, vous avez commencé quand ce matin? Il me dit 4h. 23h, 4h, c'est long la journée. Alors il me dit oui, mais là, en ce moment je suis obligé. Je dis, mais vous n'avez pas besoin de repos. Alors il me dit, ma mère m'a cousu 2 couvertures pour dormir dans la voiture quand je suis trop fatigué. Je dis, bien, mais alors pourquoi vous faites ça? Il me dit, parce que il y a 3 semaines, j'ai eu un pépin avec la bagnole, la carrosserie. C'était pas ma faute. Je dis, mais ça m'a coûté 1 600 €. Je ne peux pas rouler avec une voiture abîmée. Je dis, vous n'avez pas demandé à Uber? Il me dit, je l'aurais demandé. Mais ils m'ont dit que c'était mon problème, ma voiture. C'était pas le leur. Je dis, mais vous avez insisté? Il me dit, oui, j'ai même fait une lettre recommandée. Ils m'ont menacé de ne plus me donner de cours si j'insistais. Il faut que je paye les 1600 €. Puis il me dit, puis en plus, j'ai un problème parce que je suis jeune, alors je n'avais pas une représentation pour une banque et tout ça. Donc c'est un grand-oncle qui m'a cautionné. Je dis, mais qu'est-ce que vous appelez votre grand-oncle? Il me dit, il a donné son nom pour le leasing de ma voiture, puisque. Je dis, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui donne 100 € par jour. Sur la voiture. Alors j'ai dit, puis vous avez l'assurance? Elle me dit oui, elle est lourde parce que je suis jeune aussi, puis en plus j'ai eu un accident. Mais je dis, avec ça vous êtes en train de me dire quoi? Elle me dit, je fais à peu près 70 heures par semaine. Et je dis, mais à la fin du mois, elle me dit, je vais avoir 1 200 €. Parce qu'il faut que je rembourse tout ça. Je paye la bagnole, je paye le leasing, je paye mon oncle, je paye l'essence, je paye la réparation. Et je dis, mais après, il vous reste de l'argent pour mettre de côté pour votre retraite, votre sécu. Ce mois-là, je la fais à l'arrache, je ne peux rien payer de ça. Donc je dis, mais si vous avez un accident corporel et tout, je n'ai pas de protection.
Protection de la bagnole, mais pas de protection sur le plan du travail. Donc quand on décrit ça, c'est la destruction de tout ce qui a été obtenu en un siècle de salariat. Tout ce qui a été obtenu. Parce que moi, je suis à 77 ans, je suis encore révolutionnaire, hein, et je pense que pour faire la révolution, il faut que la classe sociale, c'est en termes de classe que ça se pose, elle soit assez forte et qu'elle dispose de moyens de surface assez grandes pour pouvoir prendre le pouvoir et le gérer. On raconte toujours qu'avant la Révolution française, la bourgeoisie était minoritaire, mais elle avait le pouvoir économique. Et elle s'est substituée aux nobles en cours de la Révolution française. Mais là, l'idée pour un socialiste, moi qui en rêve, c'est que le salariat prenne le pouvoir. Mais il faut pour ça qu'il ait tous ses appuis, toutes ses forces. Donc il faut qu'il ait des comités d'entreprise. C'est pas seulement un truc en l'air, c'est l'organisation du salariat. C'est la formation des salariés qui sont élus, il faut qu'il ait des syndicats qui soient actifs avec le temps. Il faut qu'il ait les comités hygiène, sécurité, conditions de travail. C'est toute une formation. Et donc, ce n'est pas seulement le contrôle du patron, c'est aussi l'apprentissage de ce que ça pourrait être dans des entreprises plus tard, dans une société où le salariat dirige, où ce ne soit plus les actionnaires. Donc, l'idée même qu'il y ait toutes ces lois du salariat, alors les gens ils disent le code du travail est trop gros, les conventions collectives sont... Non, ça a été une construction qui permet d'espérer une autre société. Mais c'est à ça qu'ils s'attaquent, les libertariens, sous ceux qui remettent en cause le statut du salariat et qui prônent l'ubérisation. Parce que pour eux, c'est le moyen à la fois de faire reculer la menace d'une classe sociale qui est majoritaire numériquement et qui pourrait le devenir politiquement, et en même temps, ça consiste à augmenter les marges, puisque c'est toujours ça le capitalisme. Hein. Quand j'étais petit, je faisais des tracts à bas le profit. Puis j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait dire à bas le profit maximum. Parce que le capitalisme, ce n'est pas le profit. Et le profit est lié à toute activité humaine. Le capitaliste recherche le profit maximum. C'est pour ça qu'il fait des guerres. C'est pour ça qu'il parle de compétitivité tous les matins à la radio. Et compétitivité, c'est guerre. Et donc la recherche du profit maximum, c'est le nœud. Et ben, en ubérisant, il augmente les marges de son profit maximum. Alors est-ce que Uber a gagné ? Non. Je vais vous dire, il ne gagnera jamais. Mais il est capable de nuire. Il nous prend, aujourd'hui, pour des millions de gens, il nous met sur la défensive, il menace, et il y a des ravages qui sont faits, comme je décrivais tout à l'heure, pour le jeune VTC, et puis tous ceux qui vivent la même vie que ça, quoi. Alors, Uber a eu par exemple, si on prend la Californie, qui est un des États les plus riches au monde, qui est l'État le plus riche au monde, Uber a progressé en flèche. Et puis, il y a eu des réactions d'une partie des capitalistes eux-mêmes qui ont dit non, stop. Et il y a eu des lois, on ne peut pas dire qu'elles sont complètement sociales, mais qui disent qu'il faut aligner les gens de McDo sur la maison mère, qu'il faut stopper la sous-traitance et que le statut de salariat ne peut pas être brisé par Uber. Donc Uber a vu des lois contre lui et il a perdu. Et là, au moment de l'élection Trump-Biden, Uber a tenté un coup de poker. Ils ont fait un référendum en Californie pour légaliser le fait qu'il puisse y avoir des travailleurs qui n'aient pas le statut de salarié. Et ils ont mis 200 millions pour le référendum. Et ils ont gagné 58% des voix pour. C'est sur le thème la liberté du travail. J'ai des jeunes, ils ne veulent pas de patron. Moi, l'autre jour, j'étais à la bourse du travail à Paris, je fais un meeting, il y a un jeune, il vient me voir, il me dit, Monsieur Filoche, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, mais moi, je ne veux pas de patron. Je lui ai dit, bah ouais, alors. Il me dit, oh, mais non. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis auto-entrepreneur. Je lui ai dit, bah, pourquoi tu te plains de Macron? C'est sa ligne. C'est la ligne de Macron que tu es en train de me dire que tu pratiques. Alors que moi, je te dis, vaut mieux avoir des garanties, un salariat, une protection, une retraite et tout ça, que d'être dans ta situation auto-entrepreneur. Alors, il est resté un peu bouche bée, ça l'a fait réfléchir. Mais c'était l'argument des libertariens en Californie pour ça. Et alors, il y a eu un juge, alors, c'est les mystères du juridique, comment on dit, du judiciaire aux États-Unis. Il y a eu un juge, j'ai oublié son nom, qui, 6 mois après, c'est-à-dire cette année, dans le milieu de l'année dernière, a annulé le référendum. Il a dit qu'il était illégal parce que c'était un référendum dans un État qui remettait en fait le droit du travail fédéral en cause, et il a fait casser le référendum. Boum. Alors Uber a pris une claque, parce qu'avant ils espéraient gagner la même chose dans tous les États. Et ils ont pris des claques partout. Ils ont été battus juridiquement à Londres,
Ils ont été battus juridiquement à Madrid, ils l'ont été à Milan, ils l'ont été en Belgique, ils l'ont été aux Pays-Bas, ils l'ont été à Francfort. À peu près partout, ils ont subi des échecs. Et le résultat, c'est quoi? C'est que ils sont mal à l'aise, sauf en France. Parce qu'en France, ils ont la protection de Macron. Et alors, il y a eu un jugement, c'est cette année en mars, c'était contre Deliveroo, et le jugement, c'était que c'était pour 17 000 salariés qui ont été estimés sur plainte de l'inspection du travail comme des travailleurs clandestins. Et du coup, Deliveroo a été condamné à 375 000 euros d'amende et le patron à 10 mois de prison avec sursis. Mais c'est un premier jugement, ils ont fait appel. Donc il faut attendre le deuxième jugement. Et il y a eu d'autres jugements individuels. Il y en a eu à Lyon, il y en a eu dans pas mal de villes en France. Mais comme ce sont des cas uniques de jurisprudence, ça ne fait pas loi. Normalement, quand il y a des jurisprudences comme ça, le législateur doit dire, bon, moi j'en conclus qu'il faut faire une loi qui interdise. Mais Macron, non. Macron, Dussopt, non. Macron, Pénicaud, Borne, non. Ils sont pour Uber. Et donc, ils continuent. Voilà. Alors, quand je vous rassurais tous les gens, je dis, le salariat, il est insubmersible maintenant. Parce que dans la population mondiale, le salariat, il n'y a pas qu'en France, à gagner. C'est-à-dire qu'il y a 54% des actifs, 54%, qui sont salariés. L'économie informelle recule partout. En Inde, au Brésil, en Chine, etc. Alors, ils n'ont pas tous les droits du salariat qui étaient le nôtre, mais des droits se stabilisent, se conquièrent. Et donc, il y a 1 milliard, c'est un chiffre énorme, de salariés de plus dans les 20 dernières années. 1 milliard. C'est-à-dire que 54% des actifs. C'est-à-dire qu'en fait, le salariat progresse partout. C'est logique qu'il en soit ainsi, même dans le capitalisme. Parce que le capitalisme, ils ne sont pas tous libertariens, et ils n'ont pas tous besoin d'une main-d'œuvre éclatée, appauvrie, etc. Ils ont aussi besoin de gens bien formés, bien traités et bien payés, parce que sinon, les trucs de luxe, tout ça ne marche pas, quoi. Bon. Donc, les contradictions existent dans le capitalisme lui-même sur ce sujet. Et donc, je parie que Macron sera battu et écarté. Sauf que nous avons ça en face de nous, à l'instant T où nous parlons, et pour les années tant qu'il est là, et puis tant qu'il n'y a pas un renversement d'opinion et un scandale d'opinion à l'idée d'ubériser. C'est-à-dire que normalement, tout le monde devrait être vent debout, mais ils ont réussi à mentir, ils ont réussi à cacher, ils ont réussi à embobiner l'affaire, à masquer l'évolution. Ils y vont progressivement, et donc c'est une guerre larvée, mais c'est une guerre centrale. C'est la guerre principale, salariat contre ubérisation. Je termine comme j'ai commencé.